Pourquoi certaines personnes ont la diarrhée, ce qu'on appelle aussi la chiasse ou parfois la courante? Aujourd'hui, nous allons parler de la diarrhée. Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, vous apprendrez beaucoup de choses. Dans la chaîne du Docteur Sourire, la chaîne santé où on parle de médecine dans la bonne humeur tout en étant sérieux. N'oubliez pas de vous abonner parce que nous avons beaucoup de contenu à vous partager. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la diarrhée. Et ça va être une vidéo très importante car c'est un phénomène très fréquent qui touche à la fois les enfants et les adultes. Dans cette vidéo, nous allons parler de plusieurs choses. Nous allons aborder la définition de la diarrhée, nous allons parler des catégories de diarrhée aiguë chronique, nous allons parler des rappels anatomiques et physiologiques super importants, nous allons aborder les différentes classifications de ces diarrhées, nous allons parler des manifestations cliniques, des façons de poser le diagnostic, nous parlerons du traitement, de la prévention, des situations particulières et tout ça dans cette vidéo qui sera très importante pour vous. Alors pour commencer, la diarrhée c'est quelque chose qui se définit par l'augmentation du poids des selles supérieur à peu près 200 grammes chez un adulte. Mais il est toujours difficile de peser les selles. C'est pour ça qu'il y a une définition qui est utilisée, c'est l'augmentation du volume des selles ou de la fréquence des selles, qui normalement devrait être moins de 3 selles par jour. Et les selles devraient avoir une consistance plutôt formée et pas liquide, comme on le voit sur cette échelle de Bristol, où on peut voir les différentes catégories de selles. En situation normale, l'alimentation apporte 2 à 3 litres de liquide à travers les repas, mais aussi à travers les boissons qu'on va consommer dans une journée. Ensuite, il y a une production de salive d'environ 1 litre qui se fait. Les sucs gastriques qui sont sécrétés dans l'estomac, environ 2 litres. Puis, il y a une production de sucs biliaires qui tourne autour d'1 litre. Les sucs pancréatiques d'environ 2 litres. Et l'intestin grêle aussi va produire environ 1 litre. Tout ceci représente un volume de liquide important qui va être réabsorbé au niveau de la fin de l'intestin grêle qu'on appelle le jejunum et l'iléon. Le jejunum, par exemple, lui va absorber environ 5 à 6 litres et l'iléon va absorber de 1 à 2 litres. Le reste de l'absorption va se faire au niveau du côlon, qui est cette dernière partie du tube digestif. Le côlon va absorber de 0,5 à 1,5 litres. Ce qui fait qu'au final, avec tout ce trajet-là, entre ce qui entre par l'alimentation, ce qui est sécrété par les sucs et ce qui est absorbé, il ne reste que le résidu des matières fécales qu'on appelle le caca, les selles, qui habituellement ne devraient pas être liquides. Dans plusieurs situations, on peut observer de la diarrhée. On distingue deux types de diarrhée. On distingue la diarrhée aiguë, qui survient brutalement. Parfois, ça peut se manifester en quelques jours. Chez certaines personnes, ça peut durer jusqu'à 1 ou 2 semaines. Et la diarrhée chronique, qui, elle, est une diarrhée qui évolue depuis plus de 3 semaines. Ensuite, on va catégoriser les diarrhées en 4 grands groupes. Il y a les diarrhées qu'on appelle sécrétoires. Donc, il y a une augmentation de la sécrétion de liquide dans le tube digestif. Et ça peut être dû à des causes virales, des causes tumorales. Mais on reviendra en détail dans ces différents types de diarrhées dans les prochaines vidéos. Il y a les diarrhées, la deuxième catégorie qu'on dit osmotique. Ces diarrhées se manifestent par la présence dans la lumière du tube digestif d'aliments ou de nutriments non digérés qui vont jouer comme un appel d'eau. Et à ce moment-là, ça attire l'eau dans la lumière de l'intestin et on va avoir une augmentation du liquide qui arrive dans le côlon. Le côlon va se débattre comme il peut, mais ne va pas absorber tous les liquides. Et donc, on appelle ça la diarrhée osmotique. Le troisième type de diarrhée, c'est une diarrhée qu'on dit inflammatoire. Et cette diarrhée-là se manifeste par une irritation de la paroi, la muqueuse interne du tube digestif qui ne peut plus jouer son rôle de barrière, de protection. Et à ce moment-là, on peut avoir une diarrhée. Et souvent même, on va voir dans quelques cas du sang dans les selles. Et la quatrième type de diarrhée, la quatrième catégorie de diarrhée, c'est ce qu'on appelle les diarrhées motrices, qui sont les diarrhées en lien avec le fonctionnement de la contraction du tube digestif. En situation normale, il y a ce qu'on appelle le péristaltisme qui permet de faire avancer
les aliments du haut vers le bas. Et lorsqu'on a une diarrhée motrice, on a une augmentation, un hyperpéristaltisme. Et à ce moment-là, on a plus envie d'aller à la selle. Et ça, on va en parler aussi dans une vidéo spécifique lorsqu'on parlera du tableau d'intestin irritable. Donc voilà les 4 catégories de diarrhée qu'on va débattre de façon individuelle, indépendante dans plusieurs vidéos. Mais la chose qui est importante dont on va discuter, c'est les manifestations de la diarrhée. Donc aujourd'hui, on va parler de ces manifestations qui, bien évidemment, vont commencer par la présence de selles liquides ou des selles molles très fréquentes. Il y a des personnes qui peuvent avoir jusqu'à 10-20 selles par jour. Par exemple, dans le choléra, il y a même des situations où les selles sont tellement fréquentes, les gens ont carrément un siège percé avec un seau pour aller à la toilette. Et ces diarrhées-là peuvent se manifester par des selles qui peuvent être aussi liquides, presque comme de l'eau. Donc ça, c'est la première chose qu'on va regarder. La fréquence, l'aspect des selles. Est-ce que les selles ont des matières associées ou c'est complètement liquide? La couleur des selles, ça c'est quelque chose que les médecins demandent souvent aux patients. On va demander s'il y a des signes d'impériosité. Est-ce qu'on a envie d'y aller rapidement? Au point que certains patients vont par exemple avoir des fuites dans le slip. Et ça, c'est important d'avoir cette analyse, cette investigation. Ça oriente vers les causes. On va demander aussi s'il y a un lien entre la diarrhée et des choses de notre vie, comme par exemple le fait de manger. Est-ce que ça survient lorsqu'on a un stress, par exemple? Donc, est-ce qu'il y a une temporalité de cette diarrhée? C'est des choses qu'on va demander. On va demander aussi si la diarrhée s'accompagne d'autres choses comme des vomissements, de la fièvre. Est-ce qu'il y a une présence dans les selles de sang? Est-ce qu'il y a une présence dans les selles d'aliments non digérés? Est-ce qu'il y a trop de glaire, du mucus? Est-ce que ça a un aspect un peu huileux? Ça ressemble un peu comme si on a versé de l'huile dans les selles. Est-ce qu'il y a des signes de perte de poids? Est-ce qu'il y a des signes de fatigue? Est-ce qu'il y a des signes de gêne avec d'autres symptômes en dehors du tube digestif? On peut voir par exemple des personnes qui vont avoir avec la diarrhée, des problèmes articulaires, des problèmes de peau. Donc tout ça, on va rechercher. Et puis un signe qui est important à rechercher, c'est la présence de maux de ventre. Parce que les maux de ventre, souvent, peuvent s'associer à la diarrhée et vont orienter aussi le diagnostic. Donc tous ces signes cliniques peuvent être un élément qui nous oriente vers les 4 catégories de diarrhée dont on développera chacune dans des vidéos distinctes. Mais ça fait partie des choses qu'on va rechercher à l'interrogatoire. Ensuite, le diagnostic de la diarrhée va reposer sur plusieurs choses. Bien évidemment, l'histoire du patient. Par exemple, dans l'histoire du patient, on va demander s'il prend des médicaments. Il y a des médicaments, par exemple, qui sont connus pour accélérer le transit. Est-ce que le patient, par exemple, a une maladie qui est présente avant que le tableau de diarrhée ne se manifeste? Est-ce que le patient, par exemple, a des problèmes ou des maladies dans la famille qui sont connues? Donc l'histoire du patient est importante. On va regarder et demander au patient de nous décrire les selles comme on vient de le faire de façon détaillée. Ensuite, on va examiner le patient pour rechercher des signes. Et un des signes principaux, surtout lorsqu'on est dans un contexte de diarrhée aiguë, c'est la déshydratation. Et la déshydratation, c'est très important car c'est un des éléments qui peut donner lieu à des problèmes graves et même des décès, notamment chez les enfants. Il y a encore de nombreux enfants qui meurent à cause de déshydratation. Et c'est un chapitre qu'on va développer en détail, la diarrhée infectieuse virale. On parlera du rotavirus, on parlera de l'adénovirus, du norovirus et tous ces virus qui donnent des diarrhées chez les enfants et comment on peut les prévenir. Donc n'oubliez pas de vous abonner parce que les prochaines vidéos vont être super importantes. Ensuite, on va examiner le patient, regarder au niveau du ventre s'il y a des signes particuliers qui nous orientent vers une maladie digestive. On va interroger le patient sur son alimentation, on va interroger le patient sur ses habitudes de vie. Et puis, on va rechercher d'autres signes en dehors du tube digestif, notamment la peau, les articulations, et même examiner au niveau de la région anale, parce que souvent les patients, notamment les adolescents, ou les adultes qui sont un peu gênés ne vont pas forcément dire qu'ils ont des problèmes au niveau de l'anus comme des fissures qui peuvent se manifester par des douleurs en allant faire caca ou du sang à l'essuyage et on voit du sang sur le papier et ça c'est quelque chose qu'à l'examen on peut le voir en déplissant délicatement la marge anale. Donc ça c'est l'examen clinique. Ensuite avec tout ça on va pouvoir décider si on fait des examens
complémentaires. Dans les examens complémentaires, il y en a un en particulier qu'on aimerait bien faire, mais souvent les patients ont du mal à le fournir, c'est le caca. Faire le test de caca, c'est super important. Ça nous permet de regarder premièrement l'aspect des selles, voir s'il y a de l'inflammation. Il y a des marqueurs qu'on va analyser, comme par exemple la calprotectine fécale lorsqu'on suspecte une maladie inflammatoire de l'intestin. On fera une vidéo spéciale sur les maladies inflammatoires de l'intestin. On peut regarder aussi l'élastase fécale, qui est un marqueur qui permet de témoigner du bon fonctionnement du pancréas. On peut dans les selles rechercher s'il y a des virus, des bactéries. Un en particulier dont on parlera en détail dans une vidéo, c'est la bactérie Clostridium difficile qui donne souvent des diarrhées avec du sang. Et aussi, on va regarder dans les selles s'il y a des pertes excessives de protéines. Et tous ces tests-là se font sur un échantillon de selles. Et même aussi, on peut voir s'il y a des parasites. Et ça peut être un élément aussi en lien avec la diarrhée. Ensuite, on peut faire des examens un peu plus poussés, comme une échographie, qui va permettre d'analyser s'il y a un épaississement de la paroi de l'intestin. Et ça, on le voit souvent dans le cadre, par exemple, des maladies inflammatoires, la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse. Une chose qu'on peut faire aussi, c'est un bilan sanguin qui permettra de voir l'état d'hydratation, de rechercher de l'inflammation, d'analyser certains marqueurs, comme par exemple dans le cas de la maladie cœliaque, qui est une maladie qui se manifeste par la diarrhée et la constipation. Et dans ce cas-là, on peut avoir, dans le contexte de suspicion de maladie cœliaque, une augmentation d'un marqueur qu'on appelle antitransglutaminase. Mais on fera une vidéo spéciale sur la maladie cœliaque. Ensuite, on va avoir la possibilité dans la prise de sang de voir des signes de déshydratation au niveau électrolyte et puis aussi d'inflammation au niveau, par exemple, des globules blancs, des marqueurs d'inflammation comme la CRP, la protéine C réactive. Et puis, on peut avoir aussi au niveau de la prise de sang certains dosages spécifiques d'immunoglobulines lorsqu'on suspecte certains types de diarrhée très particuliers. Tout ça nous permet de mettre en évidence des hypothèses par rapport à la diarrhée qui vont ensuite pouvoir être confirmées dans quelques cas par des tests endoscopiques. Il y a certaines maladies qui demandent une confirmation endoscopique, comme la maladie cœliaque, la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, les diarrhées graves révèlent, notamment chez les nouveau-nés. Savez-vous par exemple qu'il y a des enfants qui naissent dès la naissance, qui ont 7, 8, 9, 17 par jour et qui ne se calment pas même lorsqu'on les met au repos digestif. Il y a certaines maladies qui donnent ces diarrhées néonatales. On fera aussi une vidéo spéciale sur les diarrhées néonatales, c'est très important. Et puis finalement, lorsqu'on a fait ces examens, lorsqu'on a confirmé le diagnostic, on va mettre en place un traitement. Et en premier lieu, lorsqu'on parle de diarrhée, la première chose essentielle, c'est d'éviter qu'une déshydratation ne persiste. On verra dans la vidéo sur les diarrhées aiguës virales les signes de déshydratation qu'on peut déjà suspecter à l'examen clinique. Donc, première chose, la réhydratation qui peut se faire par la bouche. Il y a des solutés de réhydratation orale qu'on va donner pour éviter que la déshydratation se poursuive. On va parler de ces méthodes qui permettent d'éviter les vomissements. On parlera des solutions naturelles aussi qui sont utilisées pour éviter les vomissements. Deuxième chose, éviter la dénutrition. Éviter la dénutrition parce que les diarrhées qui se prolongent, surtout les diarrhées chroniques, vont entraîner une perte de poids importante. Donc ensuite, on va pouvoir traiter la cause de la diarrhée. Si c'est une maladie inflammatoire, traiter l'inflammation. Si c'est une maladie cœliaque, le régime sans gluten. Si c'est une diarrhée infectieuse, si c'est une diarrhée à Clostridium difficile par exemple, on va donner des antibiotiques spécifiques. On parlera aussi dans le cas du Clostridium difficile de la transplantation des selles, la transplantation fécale, qui est une approche qui a permis aussi d'améliorer la prise en charge de cette maladie. Donc le traitement des diarrhées dépend vraiment de la cause, même s'il y a un traitement global, déshydratation, dénutrition, le traitement de la cause est fondamental. En prévention, lorsqu'on parle de diarrhée, on parle aussi de prévention, sensibilisation, éducation. Et c'est un peu ce qu'on fait à travers cette vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui partagent nos vidéos, parce que la prévention, c'est la clé. En particulier dans le cas de diarrhée aiguë virale, on sait que la route entre la bouche et l'anus, les selles, les mains, c'est un élément très fondamental. Le lavage des mains, c'est majeur. Essayez vraiment de mettre en place ces mesures parce qu'on peut diminuer énormément les gastro-entérites. On l'a vu dans la période de la pandémie à Covid, il y a eu moins d'hospitalisation pour gastro-entérite virale parce que les gens faisaient attention, portaient les masques, se lavaient les mains. Et cette prévention-là, c'est une mesure qui peut sauver des vies. Ensuite, il y a des préventions vaccinales, par exemple dans le cadre de rotavirus, le vaccin qui peut être administré pour la prévention de ce
tableau de diarrhée à rotavirus qui tue beaucoup d'enfants dans le monde. Ensuite, il y a des préventions qui peuvent être mises en place selon certains types de maladies, de contextes dont on débattra aussi en fonction des 4 catégories de diarrhée dont on a parlé. Je rappelle, diarrhée qui sont des types sécrétoires, diarrhée des types inflammatoires, diarrhée des types osmotiques et diarrhée des types motrices. Pour finir, il y a plusieurs situations particulières. Il y a des situations, par exemple, où des enfants vont naître avec un intestin court et à ce moment-là, la diarrhée est automatique. On comprend aisément que si on n'a pas une grande surface d'absorption, il y a plus facilement des risques de diarrhée. On verra quelles sont les maladies associées à l'intestin court. On fera une vidéo spéciale sur ça. Il y a des diarrhées infectieuses comme le rotavirus dont on parlera en détail, le choléra. La maladie de Crohn, la colitis ulcéreuse, on en parlera en détail. La maladie cœliaque aussi. On parlera aussi spécialement dans une vidéo des diarrhées du nourrisson qu'on appelle aussi en anglais toddler's diarrhea, qui est une diarrhée qui est de l'ordre de maladies fonctionnelles qui arrive chez les nourrissons et qui n'est pas grave, mais parfois ça fait paniquer les parents. Et puis on parlera aussi de ces diarrhées qui sont associées à des problèmes comme les colites microscopiques et aussi les diarrhées graves rebelles qu'on voit chez les nouveau-nés. Donc beaucoup de contenu autour de la diarrhée qu'on va développer dans les prochaines vidéos. J'espère que cette introduction vous a plu. Je vais dans les prochaines vidéos détailler chacune de ces catégories et vous allez pouvoir, on va tous pouvoir grandir ensemble pour un monde en santé dans le Club Sourire. C'était Docteur Sourire pour vous servir.